On connaît tous ces tests de personnalité qui nous mettent dans des petites cases bien définies. Mais et si, au lieu de simples étiquettes, on utilisait un modèle un peu plus profond? Un modèle pour vraiment comprendre les grandes forces qui animent nos sociétés. C'est justement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Sanguin, colérique, flegmatique, mélancolique, on nous propose souvent de nous classer comme ça. Mais cette vision, est-ce qu'elle suffit vraiment pour décrire la complexité humaine? On peut se le demander, la réponse est probablement non. En fait, cette idée de tout diviser en quatre, elle ne date pas d'hier, loin de là. Ça remonte à la Grèce antique avec la fameuse théorie des humeurs. Et depuis, ça a traversé les siècles, ça s'est transformé, jusqu'à devenir les tests de personnalité qu'on trouve partout en ligne. Mais bon, il est peut-être temps de passer à autre chose. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par déconstruire un peu ces anciens types de personnalités. Ensuite, on introduira les 4 forces primordiales, on verra comment elles interagissent, et enfin on essaiera de comprendre comment cette nouvelle carte peut nous aider à mieux lire le monde qui nous entoure. Allez, on attaque la première partie, repenser les types. Voyons ensemble pourquoi ce modèle classique des humeurs a, disons, atteint ses limites. Voilà le modèle de base. Chaque tempérament est lié à une humeur corporelle, à un élément et à des traits de caractère. Le sanguin, c'est l'air, il est sociable. Le colérique, c'est le feu, il est énergique. Le flegmatique, c'est l'eau, donc calme. Et le mélancolique, la terre, plutôt réfléchi. C'est simple, c'est intuitif, mais peut-être un peu trop simple, non? Et c'est bien là tout le problème. Ces modèles, ils ont tendance à nous figer, à nous enfermer dans des boîtes. Ils sont hyper réducteurs, ils manquent de bases scientifiques solides et surtout, ils décrivent un comportement de surface sans jamais aller chercher la dynamique profonde, l'intention qui se cache derrière. Deuxième partie. Maintenant, on oublie les types de personnalités statiques et on va plutôt parler de 4 archétypes dynamiques, de 4 forces qui animent nos civilisations. La première force, c'est le feu. Elle est incarnée par l'archétype du pervers. Alors attention, son intention fondamentale, ce n'est pas le mal pour le mal. C'est une volonté de puissance qui a besoin de consumer l'ordre établi pour pouvoir exister. C'est une force de disruption, une force radicale. Ensuite, on a l'air. C'est l'archétype de l'obéissant. Lui, il n'a pas de direction propre. Il se contente de se conformer à la force la plus puissante du moment. Il ne crée rien, mais il est absolument essentiel. C'est le vecteur qui permet aux autres idées de se propager partout dans la culture. La troisième force, c'est l'eau, l'archétype du guerrier. Son but, son intention, c'est la protection du vivant. Il incarne la cohésion, la loyauté au groupe, la résilience face à tout ce qui pourrait menacer la communauté. Et enfin, la terre, l'archétype du sage. C'est la force de l'ancrage. Son intention, c'est de comprendre le réel en profondeur pour lui donner une forme stable, pour cristalliser le sens afin qu'il puisse être transmis. C'est la force qui apporte la structure et la mémoire. Troisième partie. Maintenant qu'on a posé nos 4 forces, voyons comment elles interagissent. On va commencer par le duo dissipatif, l'association du pervers et de l'obéissant, qui, ensemble, consomment l'énergie d'un système. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir cette relation de pure codépendance. Le pervers a besoin de l'obéissant pour exister, exactement comme le feu a besoin de l'air pour brûler. L'un veut le pouvoir, l'autre le justifie et le propage. Concrètement, ces 2 forces créent un circuit de consommation d'énergie. Le pervers lance l'étincelle, l'obéissant sert de carburant, et le résultat, c'est que la structure et le sens de la société sont consumés. C'est ce qu'on appelle un processus anthropique. Quatrième partie. À l'opposé total de ce duo, on trouve la paire structurante. C'est la dynamique constructive entre le guerrier et le sage, le véritable fondement de l'ordre. Et là, ça illustre parfaitement la grande tension au cœur de toute civilisation. D'un côté, le duo dissipatif, sur un axe horizontal, celui de la survie et du pouvoir, qui consomme de l'énergie. De l'autre, la paire structurante, sur un axe vertical, celui du sens et de l'éthique, qui, elle, construit de la structure. Cinquième partie, l'intention et le masque. Et c'est là, attention, que la théorie devient vraiment fine, vraiment subtile. Il faut apprendre à faire la différence entre l'action et l'intention. C'est la question clé. Est-ce que ce que l'on fait est toujours le reflet parfait de ce que l'on veut accomplir au fond de soi? Eh bien, ce modèle suggère que pas toujours. Voilà le point crucial. Prenons un exemple. Un sage qui vit dans un système totalitaire. Il ne peut pas diffuser son message ouvertement. C'est impossible. Il doit parfois utiliser des stratégies qui, en surface, ressemblent à de la manipulation. Mais son intention profonde reste éthique. Il veut changer le système de l'intérieur. L'archétype n'est donc pas le comportement, mais bien l'intention, le moteur intérieur. Le contexte est absolument primordial. Pour vraiment juger la moralité d'une action, il faut regarder au-delà des apparences et essayer de discerner l'objectif final qui est visé. 6e et dernière partie. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ce modèle pour analyser concrètement le monde qui nous entoure? Voilà un résumé de notre nouvelle grille de lecture. 4 forces,
4 intentions, 4 rôles culturels. Le feu transforme, l'air diffuse, l'eau protège et la terre stabilise. Finalement, la santé d'une civilisation dépend de l'équilibre dynamique entre ces 4 pôles. Et ça, c'est vraiment essentiel de le répéter. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles boîtes pour y enfermer les gens. Ce sont des forces qui nous traversent tous, qui animent nos institutions, nos sociétés. On peut même incarner différentes forces selon les moments, selon les contextes. On va terminer là-dessus avec une question ouverte. Si on observe le monde qui nous entoure, nos institutions, les médias, les grands débats actuels, quelle force semble dominer ? Est-ce qu'on sent un certain équilibre ou est-ce qu'une dynamique a clairement pris le dessus sur les autres ? C'est une grille de lecture qui, je crois, invite vraiment à la réflexion.